Bonjour, je suis Maurice Moncalme de Saint-Louis-de-Gonzague, dans le plus beau rang de Saint-Louis, le rang du 5. J'en suis à ma 50e année comme producteur de lait. Ce qui est en fait le syndicalisme, bon, il y a plus général, c'est l'UPA, mais sous l'UPA, il y a par exemple toutes les fédérations spécialisées, comme la production laitière. Moi, je suis administrateur là, au niveau régional et par le fait même provincial, parce que je suis responsable de la Montérégie-Ouest. La gestion de l'offre, c'est un système que les producteurs se sont votés un jour bien déterminé. Là. Les producteurs se sont pris en main et ont dit, bon, mais si on organisait là, collectivement notre production pour la mise en marché, ça fait qu'on appelle ça la gestion de l'offre. Ça s'est fait là, il y a bien des années. Bon, la gestion de l'offre, là, en mots bien simples, c'est qu'on gère la quantité qu'on produit selon la demande du marché. Ça, c'est bon. Je pense que ça ne peut pas être plus clair, là. Les pays ont toujours l'avantage à produire pour exporter. La richesse d'un pays, c'est de produire pour exporter. Mais la production laitière, là, il y en a dans le monde, il y en a dans les pays bien organisés, là, il y en a peut-être en surplus à beaucoup d'endroits. Je vais nommer la Nouvelle-Zélande, du côté américain, c'est sûr. Les pays d'Europe, il y a des pays d'Europe là, qui sont grands producteurs laitiers. Ces pays-là ont des surplus qui vont subventionner pour les exporter, pour mettre sur le marché mondial à rabais. C'est le gouvernement, finalement, qui supporte ces producteurs-là. Bien, c'est sûr que si on parle de la gestion de l'offre au niveau général de l'UPA, nous, l'UPA calcule, c'est la meilleure façon, le meilleur programme. C'est la meilleure façon de supporter les prix au niveau des producteurs. Parce que quand tu appliques une gestion de l'offre, on l'a dans plusieurs productions, dans le lait, dans les œufs, dans la volaille, dans le dindon, dans la volaille aussi. Ça, tu contrôles la production en calculant la consommation. Fait que si tu as une consommation X au Québec, bien, tu vas produire le besoin qu'on a. Fait en faisant un contrôle de la production équivalente au niveau de la consommation, bien, ça permet que les producteurs ils sont rémunérés de façon constante au coût de production. Dans le calcul, tu as plus ou moins la volonté, c'est d'avoir 50 des fermes qui font le coût de production dans le calcul du revient là, au niveau des prix dans la gestion de l'offre. C'est la meilleure façon de contrôler une production. C'est la façon qui est le plus équitable pour tout le monde, même pour le consommateur, parce que tu as un prix réel à la ferme. On n'a pas besoin, le gouvernement n'a pas besoin d'intervenir avec des subventions, avec des supports de prix dans ces productions-là, parce qu'il y a un équilibre qui se fait à ce niveau-là. C'est autant pour le consommateur que pour le producteur, mais c'est équitable des deux côtés. Le consommateur paie le prix minimum parce qu'il y a un prix calculé pour le coût de production de chaque ferme à ce niveau-là. C'est comme ça que ça se passe à travers le Canada, parce que chaque province est contrôlée dans ces productions-là. Puis il y a des échanges qui peuvent se faire entre les provinces s'il y a un manque, mais en général, chaque province, chaque production s'applique à gérer là, le besoin réel à ce niveau-là. La demande du marché, ça peut sembler pour le contribuable, pour celui qui achète tous les produits, là, comment ça peut marcher pour nous autres d'établir ça? C'est quoi la demande du marché? Là? Puis ça aussi, je vais tenter de vous l'expliquer bien simplement. Vous allez à l'épicerie aujourd'hui, il n'y a plus une caissière qui pitonne, vous avez acheté du fromage, vous avez acheté du lait, c'est plus comme ça, il y a un code barre. Le code barre, c'est sur tous les produits en épicerie. Puis même aujourd'hui, hein, ça liste, là, tout était bien identifié. Là. Bon, on a une compagnie qui est spécialisée au Canada pour tout répertorier ce qui est acheté en produits laitiers. Yogourt, fromage fin, fromage cheddar, mozzarella, le lait qu'on boit, crème glacée, nommez-les tous, là. Puis ça, ils comptabilisent ça, puis on a, quand je dis on a, c'est notre organisation, là. Autant au Québec que dans toutes les autres provinces. Notre organisme recueille ces données-là, puis là, on dit, ah, le marché a progressé dans le dernier mois par rapport
supposons, on va prendre l'exemple du mois qui se termine, le mois de juillet. Bon, juillet 2017, par rapport à les 12 mois qui viennent de passer, il y a une augmentation, supposons, d'1 %. Bon, si le marché progresse d'1 %, il faut que la production suive ce 1 %-là. Mais s'il régresse, c'est la même chose. Là, il faut un peu retrancher dans le permis de produire de chacun des producteurs pour ne pas en faire en surplus, l'envoyer sur le marché mondial, puis aller finalement sur le marché mondial puis faire du dumping, qu'on appelle. Bon, ça, on évite ça. Fait que c'est ce qui fait qu'on suit, quand je dis « on », là, c'est notre organisation, là. Nous, on a des rapports à chaque mois. On a un conseil d'administration de 2 jours à chaque mois. On va, en conseil d'administration, on regarde toutes ces données-là. C'est pas la seule chose qu'on fait, mais entre autres, on prend toutes ces données-là puis on dit, bon, le marché, là, mois après mois, il progresse d'1,5 à 1 %. Bien, à un moment donné, on réajuste le permis de produire de chacun des producteurs. La gestion de l'offre, en clair, c'est ça. On gère notre production selon la demande. Je pense que ça ne peut pas être plus clair. Puis la façon de l'établir, c'est comme je vous ai dit, là, c'est vraiment les codes-barres de tous les produits qu'on achète. Il y a une firme spécialisée qui comptabilise tout ça, qui nous fait ses rapports. Et nous, on a un employé au producteur de lait du Québec, là. C'est sa job, là, de voir à tout ça. Puis notre système de gestion de l'offre dans le lait, on partage les 5 provinces de l'Est, là, on partage tout. Québec, Ontario, puis 3 des Maritimes. Sauf Terre-Neuve est une des Maritimes aussi, mais Terre-Neuve ont à peu près 19 producteurs. Puis ils sont difficiles à inclure dans nos calculs. Fait que finalement, là, on dit les 5 provinces de l'Est, on partage tout. On partage la quantité à produire, on partage les revenus, les bénéfices là, de toutes les ventes là, qui sont faites là, dans l'Est du Canada. Ça fait que c'est de l'équité. C'est de la gestion, c'est sûr, là, mais c'est un système qu'on aime. Il y a 2 façons de voir ça. Il y en a qui critiquent la manière que c'est considéré. D'un autre côté, mais au niveau du consommateur, le prix qu'il paye, c'est le prix réel, si on peut dire. Mais si tu enlèves la gestion de l'offre, c'est sûr que les prix, là, tu n'auras plus de contrôle sur la quantité qui va se produire parce qu'il y a les États à côté. Au niveau des États-Unis, que c'est plus la même façon, là. Les fermes là-bas, là, c'est plus des fermes familiales comme on a au Québec. C'est des grandes fermes en général. C'est produit là, sur des centaines et des centaines, même des milliers de vaches dans les troupeaux, ce qu'on n'a pas au Québec. Fait qu'on va se faire inonder de produits, autant dans le lait, dans les œufs, dans la volaille. Fait que la différence est là. Fait que si tu fais rentrer des produits qui viennent d'ailleurs à des coûts moindres, parce que les coûts de production dans les autres États, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus bas que nous. Fait qu'automatiquement, mais là, tu viens de déstabiliser la production, tu viens de déstabiliser les prix, fait que le gouvernement va être obligé d'intervenir, comme dans les autres productions où on a des soutiens de différents niveaux. Fait que quand le gouvernement intervient, mais c'est de l'argent du consommateur, en réalité, qui est appliqué là. Fait que c'est un coût déguisé pour le consommateur. C'est pour ça que c'est important de conserver la gestion de l'offre. Il y a un équilibre qui se fait à ce niveau-là, dans ces productions-là. De façon générale, je peux vous dire, là, bon, c'est sûr que si on donnait notre produit, il y aura sûrement une répercussion sur le prix vendu. Là, c'est sûr que je prends l'extrême, mais il y a des fois là, qu'on va, par exemple, là, quand on compare des extrêmes, justement, le prix le plus haut vendu sur le marché avec le plus bas prix ailleurs dans le monde, il y a des fois là, qu'on le dit, là, on baisserait notre prix de moitié, même du 3/4, puis le prix de vente, là, il n'y aura pas une répercussion si grande dans le prix de vente, là, de sorte que c'est pas la seule chose qui mène le prix final, la production, parce qu'il y a la transformation, il y a le distributeur qui distribue à tous les détaillants, puis il y a le bénéfice du détaillant, puis chacun doit prendre sa part. Nous, notre prix est fixé par un coût de production qu'il y a un organisme là, qui va chercher sur 200 fermes au Canada. Ils prennent le coût de production, c'est-à-dire
le temps pour produire, le temps avec le salaire de l'exploitant, puis les intrants, tout ce qu'on donne en nourriture, tout ce qu'on doit, par exemple, acheter d'équipement. Tout ça, c'est tout comptabilisé. Puis, le prix est établi à partir de ça. Le transformateur, il est régi, lui aussi, là, par certains barèmes. C'est ceux qui ont de la compétition. Cette compétition-là, c'est vrai qu'à travers les producteurs, entre nous, on l'a moins parce que c'est un prix pour tout le monde qui est le même, malgré qu'il y a des producteurs qui vont se tenir à un coût de production plus bas. Mais pour en revenir à la question, c'est sûr que si on compare à travers le monde, au final, c'est pas plus cher au Canada. Puis souvent, on dit ailleurs dans le monde, le producteur, bon, il est plus à la merci des bas prix, puis il compte sur des subventions du gouvernement parce que le gouvernement dit on va vous supporter. On va vous supporter, là, on ne vous laissera pas tomber. Ça fait qu'il y a des subventions de toutes sortes. Ça peut être pour creuser un puits artérien, ça peut être pour acheter de l'équipement, ça peut être pour aider à bâtir une étable, ça peut être pour faire du drainage souterrain. Ici, nos gouvernements ont décidé de tout abandonner, ce subventionnement-là, mais en retour, ils ont dit on vous appuie, on vous protège pour la gestion de l'offre. Ça fait que c'est un choix de producteurs, mais c'est un choix aussi qui est appuyé par nos gouvernements. Puis actuellement, on est rassuré de ce côté-là. Autant au provincial qu'au fédéral, on nous rassure que notre système, on va le protéger. Ça fait que pour toujours en revenir au prix, notre prix, on le détient de la valeur du produit sur le marché et non pas d'une partie de cette valeur-là et d'une autre partie d'une subvention du gouvernement pour nous aider juste à survivre. Puis moi, je suis convaincu qu'au Canada, on a des fermes laitières en santé. On a des producteurs qui sont intéressés à continuer. Puis ce qui est important, c'est d'avoir de la relève. La relève, bon, c'est différent dans chaque ferme. Si je prends mon cas personnel, on est à 9 garçons chez nous. Il n'a pas fallu pas tirer à la courte paille qui aurait l'entreprise, mais il y en avait de la relève. Aujourd'hui, quand les familles sont de 1 ou 2 enfants, c'est plus difficile, les choix sont plus restreints. Ça fait qu'on dit on manque de relève. Mais où est-ce qu'il y a de la relève? Bien, il y a de l'expansion aujourd'hui. C'est comme ça, c'est dans tout. Tout est à plus grande échelle. Notre transport du lait, c'est comme ça. Puis bon. Mais il y a encore des producteurs qui sont convaincus qu'il y a de l'avenir dans notre production. Puis notre système de gestion de l'offre, là, pour nous, il ne faut absolument pas passer à côté de ça. Puis c'est la décision de notre gouvernement de le maintenir et de nos producteurs aussi. Il faut que les deux y tiennent. Puis actuellement, c'est le cas. Comme administrateur, là, c'est mon défi. C'est mon défi d'essayer de garder ça, là, tu sais, parce que, bon, ici, pour la région, c'est une entreprise qui est plus haute que la moyenne des fermes du Québec, plus haute là, en nombre, mais parce qu'on est une ferme de groupe. Puis, j'ai, par exemple, le propriétaire unique, l'exploitant unique qui a acheté de son père, qui n'avait pas trop de dettes, puis tu sais, qui a toujours fait sa vie avec l'entreprise, puis qui n'a pas nécessairement eu le besoin d'augmenter beaucoup, parce qu'il se dit, ça me convient, ça convient à ma famille, puis on a une belle vie. Tu sais, pourquoi doubler la production, peut-être avoir des employés qu'on ne verra pas nécessairement comme on veut. Là, c'est mon entreprise. Bon. Ça, il y a ça d'une part, puis il y a ceux qui disent, là, bon, ça prend des employés, il faut des vacances, aujourd'hui, c'est comme ça. Puis, notre système, le système américain, là, comparé à nous, bien, c'est quand, ça a commencé de même, quand 50 vaches, c'était plus assez, on montait à 75, puis là, c'était plus encore assez, on double, on monte ça à 150, puis c'est comme jamais assez, là, bien, on va mettre des employés, puis aujourd'hui, bon, bien, on sait qu'il y a à beaucoup d'endroits des employés qui sont moins chers que l'employé canadien. Puis ça, bien, tu sais, on est un petit peu porté à faire la même chose aussi quand on veut prendre l'expansion. Ça se fera difficilement comme nos grandes entreprises, là, tu sais, comme Rona et tout ça. Là. C'est sûr que ça ne sera pas à cette échelle-là, mais on vit quand même là, de l'expansion qui est quand même assez rapide.
Puis tu as d'une autre part le producteur qui dit, moi, ça me convient comme c'est là. Puis quand je dis, là, mon souci d'administrateur, c'est de voir à faire des règlements, là, qui va faire en sorte que chacun va être content dans le système. Mais actuellement, c'est tellement difficile d'acquérir des grandes quantités de quotas. Par exemple, si mon voisin disait « je t'achète au complet puis j'emmène tout ce que tu as de l'entreprise ici chez nous », on ne le permet pas. On ne le permet pas, là, justement pour éviter de faire ça, là, une grosse concentration, puis de faire un peu américaniser notre système. Là. Tu sais, notre gestion de l'offre, on dit des producteurs partout sur le territoire, puis en plus grand nombre possible. Pourquoi plus grand nombre? C'est sûr, c'est toujours dans le but des services qu'on peut obtenir sur nos fermes. On a besoin de services, là. Depuis le matin, là, j'ai au moins 4 gens de services qui sont venus à la ferme, puis bon, ça, c'est à 11 heures avant midi, là, tu sais. Le nutritionniste est venu, bon, le commerçant d'animaux, puis bon, il en est venu 2 autres, là, tu sais, c'est... Ça, ces services-là, si on diminuait en nombre de producteurs, ça devient de moins en moins intéressant pour toute l'industrie. Puis c'est ça qui nous guette finalement, là. Puis, comme souci d'administrateur, c'est un de mes plus grands soucis, de conserver le plus grand nombre de producteurs possible, puis de ne pas brimer ceux qui veulent prendre l'expansion. Vous allez me dire, ça ne va pas ensemble. Ça fait faut se trouver un juste milieu. Il faut consulter nos producteurs, justement. L'automne 2017, là, on s'en va en consultation là, chez 100 de nos producteurs. Ça va être, on ne sait pas encore, ça va être par la poste, par le téléphone, là, les sondages au téléphone. Nos producteurs ils aiment moins. Bien, le monde en général aime moins ça. Ça peut être par la poste, par Internet ou par téléphone. Je pense que ça va être par l'Internet qui va être favorisé. C'est un sondage qui va être, moi je dis profond, là, qui va toucher toutes les questions. L'âge du producteur, son intention, s'il y a de la relève, sa scolarité, tout là, pour essayer de un peu tracer un tableau de notre avenir. C'est pas évident, là. Puis se donner ce mandat-là comme administrateur, là, c'est ambitieux, mais on veut savoir tout ce qu'on entend si on est à la bonne place. Puis ça, on veut rester là. Puis notre système, bien, si on veut avoir le souci de le maintenir là, chez les producteurs, puis de toujours vouloir dire le conserver, ça commence par le producteur avant. Moi, je me dis, c'est bien plus important que le producteur dise à nos gouvernements, là, on y tient, puis à la vie, à la mort, là, on y tient. C'est sûr que si on arrive en disant, bah, finalement, on pourra regarder d'autres choses, c'est pas le gouvernement qui va s'objecter. Ils vont sûrement aller du côté qu'on veut aller, là. Bien, jusqu'à un certain point, là, c'est sûr que les négociations, c'est d'autres choses, là. Ça, on comprend que tout ce qu'il y a eu de négociations dans les dernières années, bien, quand on négocie, on donne, puis dans l'espoir de recevoir. Ça se fait de même dans tout, puis on le voit dans des grosses business comme la Ligue nationale de hockey, là, hein, quand c'est le temps des négociations avec un joueur, là, je dirais qu'il y a 32 équipes qui négocient en même temps. Là, tu sais. Partir en agriculture, c'est extrêmement difficile. Puis, je peux comparer, par exemple, les productions. Dans le lait, avec le permis de produire qui coûte cher, c'est comme, par exemple, les taxis qui ont un permis pour opérer là, au point de départ. Bon, dans le lait, avec le permis de produire, c'est vrai que c'est difficile de partir. Ça va beaucoup mieux quand c'est des transferts familiaux, là, père-fils, père-fille, ou des fois des neveux, ou... Occasionnellement, on a du non-apparenté. Là. Bon, un jeune qui va arriver dans une entreprise, un père qui n'a pas de relève qui dit « Moi, ça m'intéresse de t'établir, mais ça prend absolument du don. » Ça prend du don, ça, c'est officiel. Ici, moi, dans l'entreprise, là, bon, on a commencé à transférer des actions à notre relève sans les monnayer. Ils sont chanceux. J'ai eu la même chance de mon père.
Fait que c'est vrai que souvent, c'est de père en fils, fille, là, c'est souvent comme ça. Oui, c'est difficile de partir. À la Fédération, on en est bien conscient. Bon, ça fait quand même plusieurs années que ce prix-là, là, du permis de produire, le quota lui-même, là, bon, il était grimpant là, à chaque mois. Là, ça montait, c'était aberrant de voir à quel point ça allait vite. Pourquoi? Parce que tu as de plus en plus de producteurs qui disaient que c'est peut-être plus facile à cause de la modernisation des équipements. C'est de plus en plus facile de faire du lait avec les salles de traite, les systèmes rotatifs là, pour faire la traite ou les robots. Ça fait que ça prend plus de permis de produire. Donc, de mois en mois, le prix montait. À un moment donné, à la Fédération, on s'est posé la question, bon, est-ce qu'on plafonne ça? C'est sûr que les producteurs qui étaient pour vendre, éventuellement, se disaient, bien, on n'est pas pour le plafonner, mais pour le bien de la production, suffisamment de producteurs se sont dit, là, bien, il faut absolument freiner cette augmentation de prix-là, cette augmentation de permis de produire-là. Puis même, on l'a fait régresser jusqu'à 24 000 le kilo de gras, qui couvre pratiquement la production d'une vache par année. Bon, ça coûte ça, c'est extrêmement dispendieux, mais au moins, on l'a plafonné en le régressant en plus. Vu par nos gouvernements, ils se sont dit, bon, c'est une industrie qui se prend en main puis qui est conscient que l'avenir va être de plus en plus difficile si on laisse aller. Ça fait que ça a été salué par nos gouvernants, les deux gouvernements. Les deux paliers de gouvernement ont salué cette action-là. Puis en plus, on s'est dit, parce qu'il y a le mythe aussi qui dit, là, vous êtes un cercle fermé. Il y a juste le père qui peut vendre à sa famille, puis un jeune qui arrive, par exemple, suite à des études, dit, j'ai développé le goût de m'en aller là-dedans, mais jamais je pourrais m'établir parce que c'est bien trop dispendieux. Puis je peux comprendre les institutions financières de dire, bien là, on n'est pas pour t'avancer des millions si tu n'as pas de mise de fonds. C'est quoi ma garantie? Bon, tu sais, là, fait que je les comprends. Ça fait qu'on s'est dit, on va partir un programme d'aide au démarrage. Puis c'est sûr que c'est voué à ceux qui sont non apparentés. Par exemple, là, bon, un étudiant finit son cours, puis à ce goût-là, comme je viens de décrire, bien, il fait appel à notre offre là, de démarrage. Puis là, on va partir à peu près 16 producteurs par année avec un prêt de 16 kilos, en autant qu'il en achète 16. Donc, il investit pour la moitié de son permis de produire. Puis si ça va bien, avec le prêt, là, dans un nombre déterminé d'années, là, il va commencer à rembourser son prêt, mais il va avoir la liquidité pour en racheter. Ça fait qu'on a cette ouverture-là. Le club fermé, bien, ceux qui veulent nous dénigrer, c'est ceux qui le disent comme ça. Puis, bon, tant qu'à parler de ceux qui nous dénigrent, puis tantôt on parlait du prix, bien, c'est sûr qu'il y a toujours des gens dans l'opinion publique qui vont dire, bon, c'est un système qui fait en sorte que tout le monde paye plus cher, puis on a même, à l'occasion, là, des gouvernants qui le disent aussi, là. Mais c'est pas général, là. Tu sais, c'est sûr que les gens sont capables de comprendre notre système, sont capables d'en voir les bienfaits. Puis c'est ça. Pour en revenir au démarrage, c'est un fait que c'est assez difficile à partir, là. Puis la chance que j'ai eue de partir avec mon père, bien, ma relève là aussi, là. Puis tout ce que je souhaite, c'est que l'autre génération que je pourrais voir, j'espère, là, pourra faire de même. Mais ça, il n'y a pas juste en agriculture que c'est de père en fils. Puis, tantôt, j'ai commencé en disant, là, les différentes productions. C'est sûr qu'il y a d'autres productions. Si je m'en vais, par exemple, dans la grande culture. On est dans une région ici, quand on dit grande culture, là, c'est surtout maïs, soya, puis les céréales, un peu comme on voit dans l'Ouest, ici à moins grande échelle. Mais l'achat de terre, l'achat d'équipement, un jeune qui sort de l'école, il ne peut pas... bon, un tracteur, là, on le sait, là, un gros tracteur, aujourd'hui, c'est 200 000 en partant. Tu sais, le jeune, il va dire, je vais me regarder pour un auto en finissant l'école. Tu sais, peut-être qu'il s'en sauve à 10 000. Tracteur, c'est difficile de s'en sortir en bas de 200 000. Puis un achat de terre, bon, ça dépasse les limites aussi. Puis ça, c'est toujours... Qu'est-ce qui fait cette offre aussi chère, là? C'est le fait qu'il y a des gens bien établis
Quand il en possède une grande partie, puis qu'il en rajoute une petite partie, bien, la petite partie, c'est comme jamais trop cher. C'est pas ça qui va y faire faillite. Fait qu'ils peuvent se permettre ça. C'est la même chose dans nos acquisitions de quotas. On en achète une partie. On dit c'est toujours trop cher. Là. Si c'était moins cher, ça serait juste mieux. Mais finalement, c'est celle qui est acquise dans le passé, qui est déjà payée, qui nous permet de payer trop cher, entre parenthèses. C'est la même chose dans toutes les productions, puis les acheteurs de permis de taxi, je pense qu'ils sont situés à la même place. Sauf que l'agriculture, il faut être, je pense, plus patient. Ces investissements-là, moi, je bâtirais l'étable ici aujourd'hui, ce serait là, remboursable sur 20 ans. Quand j'ai acheté de mon père, c'était pas un gros montant, mais mon prêt agricole, dans le temps, c'est comme ça que ça se faisait. Le prêt agricole provincial, c'était à 39 ans et demi. Nos prêts là, étaient là, tous calculés pour les 39 ans et demi à venir. Ça fait que c'est sûr qu'on a, on a toujours fait monter ces emprunts-là, c'est parce que les investissements sont venus avec le temps, là, puis le fait de greffer mes frères à l'entreprise, ça a toujours évolué. Mais l'agriculture, là, tu te dis pas, bien, dans 5 ans, je vais être clair, là, puis là, on est en business, ça ne marche pas comme ça. Il faut une vie de patience. Mais quand on est passionné, bien, c'est ça notre vie. Puis c'est pas pour rien que ça fait 50 ans que je suis dans l'entreprise, puis je l'ai toujours à cœur, puis je continue à m'impliquer. C'est sûr que je serai à l'âge de la retraite, mais je la vois pas avant bien des années. Là. C'est pas le temps d'y penser.